Ok, bon, bah, on va commencer. Alors, du coup, on va parler ensemble de géométrie intégrale et de racines de polynômes aléatoires. Alors, ce matin, ça a été résumé en disant polynôme aléatoire, mais en fait, ça, c'est ce qui arrivera dans le troisième cours et ce sera plutôt, c'est plutôt sur la partie géométrie intégrale qu'on va se concentrer. Ok. Donc, l'idée, c'est de faire des maths qui sortent un petit peu, j'espère, de ce que vous voyez d'habitude. Et alors, d'abord, je vais commencer par essayer d'expliquer un peu ce que c'est que la géométrie intégrale. Ça s'appelle aussi la théorie des probabilités géométriques. Et pour commencer, je vais vous donner un exemple de ce que c'est. Donc, euh, une introduction, disons. C'est le problème de l'aiguille de Buffon. Donc ça, c'est quelque chose qui remonte assez loin. Donc Buffon, c'est un scientifique français du 18e, principalement un naturaliste, mais aussi un philosophe, mathématicien, etc. Et donc, il se pose la question suivante, qui est assez bête. Vous jetez une aiguille au hasard sur un sol en parquet. Quelle est la probabilité que votre aiguille, ça intersecte la jointure entre deux lattes successives? Donc, quelle intersecte? Disons la frontière entre les lattes. Ok. Donc, déjà, on va commencer par rendre ce problème-là un petit peu plus précis. Donc, mathématiquement, qu'est-ce qu'on veut dire par là? On va modéliser ce problème-là. Donc, modélisation du problème. Ce qu'on va faire, c'est que bon, bah, vos lattes, ça va être des lattes infinies, hein. On va pas s'embêter. Donc, vous avez vos lattes de parquet, c'est un ensemble de droites parallèles et équidistantes. Donc, je vais noter D la distance entre les deux. Donc, les frontières entre lattes, ça forme un ensemble F, donc de droites parallèles. Équidistantes. Donc disons que F, ça va être R plus D fois Z, où D, c'est la distance entre deux lattes successives. Et bah, vous lancez une aiguille, et votre aiguille, ça va être un petit segment qui retombe sur votre parquet. Et votre aiguille, elle est orientée parce que bah, elle a une pointe, et puis il y a un chat de l'aiguille de l'autre côté. Donc ça, c'est un premier point. Et l'aiguille, ok. Et donc la question qu'on se pose, c'est est-ce que votre aiguille A rencontre l'ensemble F et votre aiguille elle va être de longueur petit l, et je vais prendre L strictement plus petit que D. La raison pour ça, c'est juste que j'ai envie que mon aiguille puisse intersecter au plus deux frontières successives entre les lattes.
Donc si je prends L plus petit que D, ça va bien se passer. Okay. Donc là, vous allez avoir cet objet-là qui est de longueur petit l. Alors, votre aiguille, vous pouvez représenter sa position de la façon suivante. En gros, sa position va être complètement caractérisée si vous connaissez la position de son centre de masse, donc le milieu du segment, et l'angle qu'il fait avec l'horizontale. Donc ça va être l'angle θ, et je vais noter xy, la position du centre de masse de l'aiguille. Alors, on va monter ça. Ok. Alors donc, la position de A, elle est caractérisée par d'une part la position de son milieu, ça c'est un point XY dans R2, et d'autre part l'angle que je vais appeler θ et qui va être dans moins pi pi entre l'aiguille et l'horizontale. Horizontale positif. Okay. Voilà, alors on peut simplifier un peu notre problème parce que vous voyez, c'est invariant par translation horizontale et c'est invariant si je translate de la taille d'une latte. Donc en gros, on va se ramener au cas où x c'est toujours 0 et y ça vit entre moins d sur 2 et d sur 2, disons. Donc on peut se ramener et ça c'est quitte à translater d'un élément de f. Donc essentiellement, une translation par un élément là-dedans, ça va laisser l'ensemble grand F invariant, et ça préserve le fait que l'aiguille intersecte ou pas F. D'accord ? Et maintenant, le fait que vous ayez ou pas une intersection entre votre aiguille et F, ça dépend seulement de Y et de l'angle θ. Et on va dire qu'un lancer aléatoire de notre aiguille, ça va être simplement le choix d'un couple aléatoire Yθ. Donc, le fait que A intersecte F ou pas, ça dépend uniquement de Yθ, et on modélise un lancer aléatoire en prenant Y et θ uniformes et indépendants. Et ça veut dire que la loi du couple Yθ, c'est
Ça va être la mesure de Lebesgue sur votre carré d-2, enfin d sur 2, moins d sur 2, d sur 2, moins pi, et vous normalisez ça pour que ça ait masse 1, donc vous allez diviser par la masse totale. Ok. Et maintenant, on se demande quelle est la probabilité que A intersecte F pour cette distribution-là. Donc, deuxièmement, ça va être la proba d'intersection. Alors, je vais refaire mon schéma de tout à l'heure. Donc là, j'ai toujours D entre mes lattes successives. Et en plus, je sais que le centre de masse de mon aiguille doit tomber dans une bande horizontale. Ici, où la demi-hauteur, ça doit être D sur 2. Et votre aiguille, son centre de masse arrive donc... Manque de couleur. Oui. C'est... je vois ça comme un groupe. Donc c'est l'ensemble des éléments de... Ok, on peut juste voir ça comme la réunion des droites horizontales à altitude, un multiple de D. Voilà. Et juste, j'ai noté ça avec un plus parce que j'imagine ça comme un groupe de translation, mais on peut voir ça comme un ensemble produit si vous voulez. C'est bon? Ok. Ok. Et donc vous avez votre aiguille là. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Il n'y a pas de... Si y a un truc que vous ne comprenez pas, c'est que c'est moi qui n'ai pas été clair. Okay. Donc vous avez votre aiguille là. Et ce qui va m'intéresser pour calculer la probabilité d'intersection entre votre aiguille et l'ensemble F, en gros, c'est simplement la projection de l'aiguille sur l'axe vertical. Donc, votre aiguille, elle est de longueur L. Ici, vous avez un angle qui est θ. Et donc, ici, la projection que vous allez observer, c'est un certain intervalle de l'axe vertical. Et ma craie blanche est là. Et ce que je prétends, c'est que A intersection F, c'est non vide. Si et seulement si, Y, donc la hauteur du centre, c'est plus petit que L sur 2, qui est la moitié de la longueur de l'aiguille, fois sinus θ. Et la raison pour ça, il y a des questions? C'est bon? Ok. Donc la raison pour ça, c'est que la projection de A sur l'axe vertical, c'est un certain intervalle, et cet intervalle, c'est Y moins L sur 2 fois la valeur absolue de sinus θ, Y plus L sur 2 fois sinus θ. D'accord? Donc c'est ce que j'ai dessiné là. Là, la demi-longueur, c'est L sur 2, et la projection sur l'axe horizontal, ça va être L sur 2 sinus θ. Là, je suis à la hauteur Y. Et A inter F est non vide. Ça veut exactement dire que 0 appartient à cet intervalle.
Et donc du coup, ça veut dire que 0 est à distance moins que cette grandeur-là de y. Ce qui nous redonne le truc là-haut. Ok. On va monter ça. Hop là. Ok. Donc maintenant, on peut calculer ce que ça fait ça, c'est-à-dire que maintenant, la probabilité que A inter F soit non vide, bah, ça va exactement être la mesure de l'ensemble qui est décrit par l'inégalité là-haut. Donc ça va être la proba que y soit plus petite que L sur 2 fois sinus θ, et ça va être l'intégrale de moins pi à pi par rapport à θ de l'intégrale de, enfin, on va l'écrire directement, vous allez avoir du L fois sinus θ qui correspond à la longueur simplement de ce qui est accessible en y, et vous avez la constante de normalisation de tout à l'heure, qui est 1 sur 2pi fois d. Ok. Et du coup, quand vous faites le calcul, vous vous retrouvez avec du simplement. Oui, c'est ça. Et donc là, vous allez avoir du L sur pi d, et pour virer la valeur absolue, ce que je fais, c'est que j'intègre ça de 0 à pi sinus θ dθ, et au final, vous avez du 2L sur pi fois d. Ok. Donc ça répond à la question de Buffon, c'est-à-dire si vous avez une aiguille qui est de longueur L strictement plus petite que d, la distance entre les lattes, quand vous lancez de façon aléatoire votre aiguille sur votre parquet, la probabilité que vous ayez l'intersection entre l'aiguille et la frontière entre deux lattes, c'est cette quantité-là, 2L sur pi fois d. Alors en fait, on a un peu mieux que ça. Ce que vous savez, c'est qu'on peut même accéder au cardinal de l'intersection, parce que vous savez que ce truc-là, c'est a priori au plus 1, sauf dans les cas dégénérés. Donc ça va être 0 s'il n'y a pas d'intersection, c'est-à-dire si y c'est plus grand que L sur 2 sinus θ. Ça va être 1 si y est inférieur ou égal à L sur 2 sinus θ. Et θ est différent de 0. Parce que le cas où cette inégalité-là est vérifiée et θ égale 0, c'est y égale θ égale 0. Et dans ce cas-là, vous avez une aiguille horizontale qui est tombée pile sur l'axe horizontal, et dans ce cas-là, le cardinal de l'intersection est plus l'infini. Donc ça, c'est si y égale 0 égale θ. Et donc au final, le dernier cas est de mesure nulle quand même. Égale θ, c'est mieux comme ça. Et donc le dernier cas est de mesure nulle, et donc vous pouvez calculer l'espérance de cette chose-là. Vous avez que l'espérance du nombre d'intersections entre votre vente aiguille et la frontière des lattes, ça c'est la même chose que la proba d'intersection en fait. Et c'est 2L sur pi fois d. Okay. Et ça, c'est un prototype de résultat de géométrie intégrale. C'est-à-dire que vous allez relier d'un côté des grandeurs géométriques, donc ici un rapport de deux distances, et vous allez l'exprimer comme l'espérance d'une certaine variable aléatoire. Alors cette variable aléatoire, elle est définie de façon géométrique, potentiellement compliquée, mais elle est très facile à observer. C'est le cardinal d'une intersection, donc c'est quelque chose qui est
c'est 0 ou 1, vous l'observez facilement, alors que de ce côté-là, vous avez besoin de faire un calcul. Donc c'est un peu ce genre de résultat dont on va parler. Alors quand même une petite application rapide de comment est-ce qu'on, à quoi ça peut servir d'avoir ce genre de truc là. Donc ça je vais appeler grand X cette variable aléatoire là. Donc application. Voilà, ça vous fait une méthode numérique de calcul de pi. Parce que si vous répétez, enfin si vous faites un grand nombre de lancers, essentiellement vous avez la loi des grands nombres qui va vous permettre d'approximer cette quantité-là. Donc si, alors je prends L égale D sur 2 pour avoir du 1 sur pi ici. Donc on réalise un grand nombre n de lancers. Et vous allez regarder le résultat de est-ce que vous avez intersection ou pas à chaque fois. Ça donne une suite xi de variables indépendantes de même loi que x. Et votre loi des grands nombres vous dit que 1 sur n fois la somme des xi pour i allant de 1 à n, ça va converger vers 1 sur pi, qui est l'espérance de x, presque sûrement, lorsque n tend vers plus l'infini. C'est la loi des grands nombres. Ok. Et du coup, ça vous dit que expérimentalement, si vous répétez cette opération un grand nombre de fois, vous pouvez obtenir une valeur numérique de 1 sur pi. Donc, on va considérer que c'est la même chose que d'avoir une estimation numérique de pi. Alors, quand même, c'est une application de mathématicien théoricien parce qu'en vrai, la vitesse de convergence est très mauvaise. C'est-à-dire que le TCL va vous dire en gros que l'erreur que vous faites dans cette méthode-là, elle est en 1 sur racine de n. Et ça veut dire que si vous voulez une précision à 3 décimales sur la valeur de 1 sur pi, il faut faire 1 million de lancers. C'est quand même pas très très efficace. Donc, l'erreur va être dans 1 sur racine de n par le TCL. Et donc c'est peu efficace. Ok. Alors, ça conclut un peu l'exemple introductif que je voulais faire. Donc l'idée, c'est qu'on va parler de résultats de ce style-là. On va s'intéresser à calculer des grandeurs géométriques en disant que ça va être la moyenne de certaines variables aléatoires relativement simples à observer. Et le résultat auquel je veux arriver, c'est la formule de Crofton. Donc un petit teaser. La formule de Crofton, ça vous dit la chose suivante, c'est vous prenez C, c'est une courbe paramétrée dans le plan. Et bien, ce que je prétends, c'est que, alors on va dire de longueur L, et ce que je prétends, c'est que si vous regardez la moyenne du nombre de points d'intersection entre C et H c'est l'objet aléatoire, et je vais expliquer ce que c'est dans un moment, ça c'est égal à 2 sur pi fois L. Où H
c'est une droite affine uniforme. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la formule de Crofton. Justement, on va répondre à ça dans l'heure qui vient. Ok. Donc, le résultat auquel je vais arriver, c'est ça, c'est dire, si vous voulez calculer la longueur d'une courbe paramétrée, une façon de faire, c'est de dire, je tire une droite affine au hasard, on va expliquer comment on fait ça, je regarde le nombre d'intersections entre ma droite et la courbe, je fais la moyenne de ça, et ça me donne, à une constante près, la longueur de la courbe. Ok. Alors en fait, on va s'intéresser à ça dans Rn. Donc ça reste vrai si vous vous posez la même question dans Rn, vous remplacez H par un hyperplan affine, d'ailleurs c'est pour ça qu'il s'appelle H et pas L. Et donc voilà, ça c'est l'objectif du cours. Alors, on va redescendre des tableaux. Alors, Alors, comme vous voyez, dans mon énoncé de la formule de Crofton, il y a plein de choses qui ne sont pas précises pour l'instant. Hein. Hop. Raté. Okay. Et donc, le programme, c'est qu'on a un certain nombre de choses à rendre précises. D'abord, je vais vous parler un petit peu de ce que c'est qu'un hyperplan affine. Et d'isométrie aussi. Ensuite, donc je vous ai dit, on va prendre une droite affine ou un hyperplan affine uniforme. Alors quand on dit uniforme, ça veut dire qu'on va avoir une mesure selon laquelle on va tirer cet hyperplan et que cette mesure elle est invariante sous l'action d'un certain groupe de transformations. Et ici, ça va être sous l'action des isométries affines. Donc après, je veux décrire l'action des isométries sur les hyperplans. Et m'en servir pour trouver une mesure invariante là-dessus. Une fois qu'on aura tous ces ingrédients-là, essentiellement, on aura tous les objets dont on a besoin pour parler de la formule de Crofton. Donc on pourra montrer la formule de Crofton dans Rn. Et une fois qu'on aura fait tout ça, je vous présenterai une application sympa qui utilise une variante de la formule de Crofton. Ce n'est pas la variante dans Rn, mais c'est essentiellement la même chose, qui vous permet de calculer le nombre moyen de racines réelles d'un polynôme aléatoire. Donc ça, c'est application au polynôme aléatoire. Ok. Donc en gros, les deux premiers points, ça c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et demain matin, dans le deuxième cours, on fera ça. Les mesures invariantes et la formule de Crofton. Et probablement que la preuve de ce résultat-là, qui est quand même relativement longue, dépassera sur le cours 3. Et donc dans le cours 3, on fera la fin de la preuve et l'application au polynôme. Voilà pour le plan de ce qu'on va faire. Il y a des questions jusqu'à présent ?
Ok, très bien. Ok. Donc à partir de maintenant, on va parler de géométrie affine. Et a priori, ça va nous occuper jusqu'à la fin de ce premier cours. Alors, je vais parler de choses qui sont peut-être classiques pour vous, je ne sais pas. C'est le genre de choses où souvent on tourne un peu autour dans nos études, sans jamais vraiment mettre ça au point. Donc, je vais essayer de faire quelque chose qui est basique, mais qui est un peu autocontenu. Et donc, le premier truc dont je veux parler, c'est les hyperplans affines. Okay. Alors, avant de commencer ça, quand même, il y a un petit truc technique à voir, c'est que je ne vais pas juste parler d'hyperplans affines, je vais parler d'hyperplans affines orientés. C'est-à-dire que juste, il va y avoir une orientation sur l'hyperplan. Ça intervient absolument pas à la fin dans la formule de Crofton, mais par contre, ça a l'avantage que ça permet d'avoir un ensemble d'hyperplans qui se décrit très simplement. Essentiellement, ça va être un espace produit au lieu d'être un quotient de ça. Et donc, c'est plus facile d'exprimer tout ce qui est mesure invariante, action, etc. sur cet ensemble, si ce n'est pas un quotient. Donc, pour une raison technique, on va parler d'objets orientés. Alors, donc, on se place dans Rn avec son produit scalaire euclidien habituel. Ça, ce sera la norme euclidienne. Et je vais dire que Rn est orienté, par exemple, par sa base canonique. Okay. Et donc, définition. Un hyperplan affine de Rn, c'est un ensemble de la forme donc je vais l'appeler H, et ce sera de la forme A plus H bar, où A c'est un vecteur de Rn, et H bar, H flèche, pardon, c'est un hyperplan vectoriel. Okay. Et on dit qu'il est orienté si la direction est orientée. Si H flèche. Là. Ah oui, et aussi j'ai oublié de l'écrire, mais donc H flèche, la direction de H. Et le dessin, bah, c'est ce à quoi vous pensez. Hein. C'est-à-dire que vous allez avoir un ensemble de cette forme-là. Vous avez votre point A qui est là. Vous avez H flèche, ça va être l'hyperplan qui est parallèle à H, mais qui passe par 0. Et c'est à peu près tout ce qu'on a besoin de dire pour l'instant, je crois. Ok. Et une remarque quand même, c'est que ici dans cette description-là, le point A, vous avez tout à fait le choix, c'est-à-dire que vous pouvez prendre n'importe quel point dans l'hyperplan H, ça va marcher.
Par contre, la direction, elle est uniquement déterminée par h. Donc, marque h flèche, vous pouvez exprimer ça comme en fait la différence entre deux points de l'ensemble des vecteurs qui sont la différence entre deux points de h. Donc c'est tous les points de la forme y moins x avec x et y dans h. Donc ça c'est déterminé par h. Mais pas a. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant? Il faut que je descende le 2. Hop. Ok. Voilà. Ok. Alors bon, c'est très bien, j'ai dit que c'était qu'un hyperplan affine orienté. Maintenant, cet ensemble n'est pas évident à manipuler comme ça, donc il va falloir que je trouve une représentation de cet ensemble sur lequel je puisse travailler pour calculer un petit peu. Donc ça, c'est la chose suivante. Et pour ça, j'ai besoin d'expliquer un peu ce qui se passe au niveau des orientations, dans un premier temps. Donc, si je prends θ, c'est un vecteur normal à h flèche et unitaire. Bah, ce que je prétends, c'est que θ va induire une orientation sur h flèche. Donc, que je vais appeler oméga indice θ sur h flèche, qui est défini par la chose suivante, c'est que une base E2 jusqu'à En de h flèche, elle est directe pour ce choix d'orientation. C'est la même chose que de demander que la base de Rn que j'obtiens en mettant θ au début soit directe pour Rn, avec l'orientation que je me suis donnée au début. Voilà. Et du coup, vous n'avez que deux choix de vecteurs normaux unitaires à h bar. Donc, si vous prenez moins θ qui est l'autre, ça induit l'orientation opposée. Donc, ce que j'ai en train de dire, c'est juste que le choix d'une orientation sur h flèche, c'est juste le choix de l'un des deux vecteurs normaux unitaires, soit θ, soit moins θ. Ok. Alors, maintenant, je vais donner un nom à ma grassmannienne. Alors, définition. On appelle
La grassmannienne c'est l'ensemble que je vais noter GR pour grassmannienne et plus pour orienter de Rn des hyperplans affines orientés de Rn. Alors, maintenant je vais chercher à décrire cet ensemble-là de façon un peu plus simple. Et pour ça, on va faire ça de la façon suivante. Donc si je me donne un certain point dans la grassmannienne, donc H c'est un hyperplan affine au sens que j'ai donné précédemment, et oméga c'est une orientation sur la direction, alors, où H, je peux l'écrire comme A plus H flèche, disons. Eh bien, première chose, c'est qu'il existe un unique θ dans la sphère, tel que, d'une part, H flèche ce soit l'orthogonale de θ, donc c'est un vecteur normal, et par ailleurs, l'orientation que j'ai choisie, ce soit l'orientation induite par θ. Ça, c'est le premier point. Et ensuite, vous pouvez regarder ce que sont les points de H. Donc, je vous rappelle que H, c'est le vecteur A plus un élément de H flèche. Donc, X dans H, c'est la même chose que de dire que X moins A est dans H flèche. Mais H flèche, c'est θ orthogonal. Donc, c'est la même chose que de dire que X moins A scalaire θ est égal à 0. Et ça, c'est la même chose que de dire que X scalaire θ, c'est égal à X scalaire A. A scalaire θ, tout à fait. Pardon. Merci. Et donc, H, ça, c'est l'ensemble des X tel que X scalaire θ, ce soit égal à alpha, où j'ai noté alpha qui est A scalaire θ, et ça ne dépend pas de 1. Donc je vais faire un dessin quand même pour expliquer un peu ce qu'on a fait. Donc, vous êtes parti de votre hyperplan H, qui est décrit par un certain point A, et la direction. La direction vous donne un certain vecteur unitaire normal, qui est θ, et je peux regarder la droite qui l'engendre. Okay. Et ce que je suis en train de dire, c'est que H, c'est une certaine ligne de niveau de la fonction prendre le produit scalaire avec θ. Et la question, c'est de savoir quelle ligne de niveau. Et ici, ce point-là, c'est le point qui s'écrit comme A scalaire θ fois θ. Et donc ça, c'est alpha fois θ. Et ici, vous avez un sympathique angle droit. Donc en gros, ce que j'ai dit, c'est que une façon un peu normalisée de représenter votre hyperplan affine, c'est de prendre comme point de référence dans l'hyperplan le projeté orthogonal de 0 sur cet hyperplan-là,
Et ensuite, vous pouvez le réécrire sous cette forme-là, où votre couple alpha et θ est unique. Ok. Et maintenant, j'en suis où? Faut que je redescende le 3. Encore raté. Ok. Alors, ce qu'on a montré, c'est qu'il existe un unique couple alpha θ qui vit dans R croix θ, tel que d'une part l'orientation que vous avez choisie au départ c'est oméga θ, et d'autre part H, vous pouvez l'écrire comme l'ensemble des x tel que x scalaire θ ce soit alpha, et ça vous pouvez le réécrire comme alpha θ plus θ orthogonale, et ça c'est ce que j'ai envie d'appeler H de alpha et θ. Et c'est-à-dire que si vous regardez l'application qui va de R croix la sphère dans la grassmannienne orientée des hyperplans, qui a alpha et θ associe ce H alpha θ et l'orientation induite par θ sur la direction de cette chose, ça c'est une bijection. Donc ce qu'on a fait, c'est que notre grassmannienne des hyperplans affines orientés, on l'a paramétrée par R croix la sphère. Okay. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à présent? Parce que j'ai l'impression que c'est pas forcément clair. C'est bon? Ok. Bon, si c'est bon, très bien. Et du coup, dans la suite, on va identifier ces deux espaces. En particulier, ça veut dire qu'on va transférer la topologie de R croix Sn-1 sur la grassmannienne. Et ça veut dire qu'on va considérer que deux hyperplans sont proches si, d'une part, leurs directions normales sont proches, et qu'en plus, leurs projections ils sont en gros à la même distance de 0. Donc c'est une notion relativement naturelle de proximité des hyperplans, il n'y a pas de souci. Et donc, dans la suite, on va considérer que ces deux espaces-là sont les mêmes. Alors là, on s'est intéressé à la grassmannienne des hyperplans affines orientés. En fait, de la même façon, vous pouvez définir ce que c'est que la grassmannienne des sous-espaces de codimension K dans Rn, vectoriels ou affines, orientés ou pas. Et de la même façon, vous pouvez montrer que c'est en bijection avec des ensembles relativement sympathiques du genre RK croix un groupe de matrices ou un quotient de choses comme ça. Et ça vous permet d'une part de les paramétrer simplement et d'autre part de les munir d'une topologie. Voilà. Ok. Alors maintenant, je vais parler d'applications affines. Ok.
Donc, comme je dis au début, maintenant qu'on a notre espace d'hyperplan, on va vouloir faire agir un groupe dessus. Et, oui, question? Bah, parce qu'on veut que ce soit un vecteur unitaire dans Rn, donc c'est la sphère de dimension n-1. Enfin, c'est juste par définition, Sn-1, c'est l'ensemble des vecteurs unitaires. Voilà, mais c'est dans Rn. D'autres questions? Ok. Qu'est-ce que je disais? Oui, je disais, on veut faire agir les isométries sur ma grassmannienne, mais les isométries, c'est un cas particulier d'application affine, donc je vais commencer par parler d'application affine, et ensuite on parlera d'isométrie. Ok, donc définition. Une application phi de Rn dans Rn, elle est dite affine si elle préserve les barycentres. Et par ça, je veux dire que si vous prenez 2 points xy dans Rn et un point t dans R, bah, l'image du barycentre tx plus 1 moins ty, ça doit être égal au barycentre des images. Okay. Alors je ne sais pas si vous avez déjà croisé cette définition-là, mais en gros, les applications affines, c'est les applications qui vont préserver une certaine structure, et cette structure, c'est les barycentres. Alors par exemple, vous avez les translations. Donc par exemple, la translation de vecteur v, ce que je vais noter tau v, qui a x associe x plus v avec v dans Rn. C'est un premier exemple. Et un deuxième exemple, bah, c'est les applications linéaires. Et en fait, essentiellement, vous allez avoir que celle-là ou des produits de celle-là. Alors, petit lemme, c'est que si phi et psi sont affines, alors psi rond phi aussi. Et si de plus phi est inversible, alors phi moins 1 est affine. Donc ça, je ne vais pas le prouver, c'est exercice. C'est un truc que vous avez fait 8 fois. Si vous avez 2 applications qui préservent une structure, alors leur composer aussi. Et ça, ce que ça vous dit, c'est en particulier que les applications affines inversibles, ça va former un groupe pour la composition. Donc en particulier, forme un groupe. Pour la composition. Et on note le groupe affine de Rn. Et bah, vous avez dedans les translations et vous avez aussi les applications linéaires mais inversibles, parce que j'ai demandé ici que ce soit inversible. Et donc, il contient comme sous-groupe GLN de R et Rn, que je vois comme le groupe des translations.
Et j'identifie aux translations en disant bah, j'envoie un vecteur V sur la translation de vecteur V. Voilà. Okay. Et le moment où on retombe sur quelque chose de connu, c'est que, en fait, vos applications affines, vous pouvez toujours les écrire comme composées d'une application linéaire et d'une translation. Donc ça, c'est ce qu'on va dire maintenant. Petit lemme. Donc, vous prenez une application de Rn dans Rn affine. Et alors, il existe un unique couple VL dans Rn croix Mn de R, pardon. Tel que phi ce soit la composée dans cet ordre-là de la translation de vecteur V et de l'application linéaire L. Okay. Et dans ce cas-là, L, c'est ce qu'on appelle la partie linéaire de phi. Et souvent, on note ça phi flèche. Okay. Alors, des exemples. Donc, j'ai dit, dans les applications affines, vous avez les translations. Et bah, sur cette décomposition-là, si vous avez une translation, bah, c'est elle-même fois l'identité, si vous avez l'unicité. Donc, si vous regardez la translation de vecteur V, ça, sa partie linéaire, ça va être l'identité. Et par contre, si vous avez une application qui est une application linéaire, bah, sa partie linéaire, c'est elle-même. OK. Alors, on va prouver ça. Dès que j'aurai redescendu le premier tableau. Hop là. OK. Et on va commencer à faire des preuves. Donc, j'ai mon application linéaire et bah, ce que je veux montrer, c'est que je peux l'écrire, mon application affine, pardon, et je vais montrer que c'est translation composée avec une application linéaire. Donc, la preuve, elle se fait par analyse synthèse. Si vous avez phi qui s'écrit comme translation de vecteur V composée avec L, bah alors, en fait, si vous regardez l'image de 0, ça, c'est la translation de vecteur V de L de 0 qui est 0, et ça, c'est V. Donc, vous savez qui est V. Et par ailleurs, bah, vu que les translations, c'est des applications inversibles, L, ça va être la translation de vecteur moins V composée avec phi. Donc, ça donne l'unicité. Et les seuls candidats possibles. Donc ça, c'est la partie analyse. Et maintenant, pour la partie synthèse, donc, bah, on va poser
V, ça va être phi 0. Et L, c'est égal à la translation de vecteur moins V composée avec phi. Donc ça, c'est une application affine. Donc, ok, pardon. Elle est affine parce que c'est la composée de deux applications affines. Et ça, c'est le petit lemme d'avant. Et fixe 0. Et l'idée, c'est de montrer que ces deux conditions suffisent à montrer que L est linéaire. On va faire ça. Hein. Si je me prends x et y dans Rn et lambda dans R, qu'est-ce que c'est que L de x plus lambda y? Donc ce que je sais, c'est que L est affine. Donc je veux me ramener à exprimer quelque chose en termes de barycentre. Voilà. Ce qui est caché derrière, c'est le fait que vous pouvez faire des barycentres de plus que 2 points et que l'opération de barycentre est associative. Mais l'idée, c'est que je vais me ramener à exprimer ça comme une somme de vecteurs de Rn fois des coefficients qui somment à 1. Et il y a une bonne façon de faire ça, c'est de dire que ça, c'est L de x plus lambda y moins lambda fois 0. Ok, là j'ai fait un tour de passe-passe. Et maintenant, je vais faire un autre tour de passe-passe, c'est que ça, je vais le diviser par 1 plus lambda et le multiplier par 1 plus lambda. Ok. Maintenant, j'ai deux vecteurs de Rn avec des coefficients devant qui somment à 1. Donc ça, c'est 1 plus lambda L de x plus lambda y sur 1 plus lambda, moins lambda L de 0. Et ça, je sais que c'est 0. Et maintenant, ici, x, devant, j'ai un coefficient 1 sur 1 plus lambda, et devant y, j'ai un facteur lambda sur 1 plus lambda. Les deux coefficients somment à 1. Donc c'est encore un barycentre. Et donc ça va être 1 plus lambda. Et ensuite, je vais avoir du 1 sur 1 plus lambda Lx plus lambda sur 1 plus lambda Ly. Vous faites votre petite simplification. Et c'est du Lx plus lambda L de y. Et voilà. Et on a fait un petit tour de passe-passe tout bête, mais il se trouve que ça marche. Et donc elle est bien linéaire. Ok. Alors, là, on a montré quelque chose sur la structure d'une application affine, mais en fait, on a montré quelque chose d'un peu plus fort. C'est-à-dire que, on a montré que si vous regardez l'application qui va de Rn croix, alors, je vais me restreindre à GLN parce que je veux des choses inversibles, dans le groupe affine, et qui a un certain vecteur V et une certaine matrice inversible L, associe la translation de vecteur V composée avec L, ça c'est une bijection. C'est exactement ce que dit le lemme d'avant. Et maintenant, c'est deux ensembles qui ont des structures de groupe. Affine, c'est un groupe. Rn croix GLN, c'est un produit de deux groupes, c'est un groupe. Et on pourrait se demander si c'est un morphisme de groupe, cette chose-là, et en fait, non. Donc attention, ce n'est pas un morphisme de groupe. En tout cas, pas pour la structure produit. Par contre, ce qui est vrai, c'est que le neutre ici, qui est 0, croit l'identité, c'est bien envoyé sur l'identité, vous n'avez pas de problème.
Et en fait, bah, vous pouvez définir de ce côté-là une structure de groupe qui fait que cette bijection devient un isomorphisme. Donc ça, c'est ce qu'on va faire. Et donc, on va noter Rn avec un produit comme ça, avec la petite barre à droite. Ça, c'est l'ensemble Rn croix GLN de R, mais je le munis de l'unique structure de groupe telle que cette chose-là soit un isomorphisme. Oui. Alors là où j'ai pas besoin que ce soit inversible, mais par contre si je veux que ce soit des groupes, j'ai besoin d'avoir un inverse. Non, ok, donc si je veux que ce soit une bijection, là je peux mettre Mn de R, et là je peux mettre toutes les fonctions affines, mais ce que j'ai appelé AF de R, de Rn d'ailleurs, c'est le groupe des bijections affines. Je veux que ce soit un groupe, donc je veux un inverse, donc je veux que ce soit des bijections. Voilà, c'est pour ça qu'il y a du GLN, et affine implicitement c'est inversible. Okay. Et donc ça c'est ce qu'on appelle le produit semi-direct de Rn croix GLN de R. Et on peut montrer que donc, Exo va montrer que la structure de Rn produit semi-direct avec GLN de R, elle est donnée par, si vous prenez un vecteur VL et que vous le multipliez à gauche par un vecteur W avec M, disons, ça doit être... Alors vous avez un côté où ça se passe bien. Au niveau, donc, L c'est la partie linéaire du premier, M c'est la partie linéaire du second. Là ça se compose bien. Et par contre, de l'autre côté, vous allez avoir quelque chose d'un peu plus compliqué. Vous allez avoir W plus M fois V. Donc vous n'avez pas juste la somme des deux. Cette somme, elle est tordue par le deuxième facteur. C'est pour ça qu'on appelle ça un produit semi-direct. D'un côté, vous avez un vrai produit, mais de l'autre côté, la loi de groupe, elle est tordue par ce qui se passe de l'autre côté. Ok. Donc je vous laisse vérifier ça. Hop. Et je veux le deuxième. Ok. Okay. Et du coup, si vous regardez ce qui se passe sur cette structure là-bas, et que vous voyez le lien entre L et la partie linéaire de l'élément que ça représente, vous pouvez aussi montrer la chose suivante. Donc pareil, en exercice, en déduire que l'application qui va du groupe affine de Rn dans GLN de R et qui a phi associe sa partie linéaire, ça c'est un morphisme de groupe surjectif de noyau l'ensemble des translations. C'est pas compliqué, c'est juste traduire tout ce qu'on a dit avant dans ce langage-là, mais ça vous permet de comprendre un peu que, enfin, de voir si vous avez compris ce qui se passait. Ok, alors maintenant que j'ai parlé d'application affine, on va parler d'isométrie, parce que c'est un peu le but.
C'est ça qu'on veut faire agir à la fin. Et donc, définition. Une isométrie, c'est une application que je vais encore appeler phi de Rn dans Rn, qui préserve la distance. Et ça, ce que ça veut dire, c'est que pour tout xy dans Rn, la norme de phi de x moins phi de y, c'est la norme de x moins y. Donc encore une fois, on a une structure, c'est une structure métrique, et on va s'intéresser aux applications qui préservent cette structure, c'est-à-dire ici les isométries. Alors quand vous étiez petit, vous avez dû prendre pour acquis le fait qu'une isométrie, c'était forcément quelque chose d'affine. Bon, on va le montrer. Alors quand même quelques exemples, encore une fois. Donc les translations, c'est des isométries. Et autre exemple, c'est les isométries vectorielles. Que je note oméga et qui sont les éléments de ON de R. Et l'idée, c'est que si on montre que les isométries sont forcément affines, en gros, il va y avoir que celle-là, elle est composée de celle-là. Et donc, proposition. Si vous prenez phi de Rn dans Rn, une isométrie, alors phi est affine. Et en plus, sa direction est dans ON de R. C'est ça que je vais... Ouais, c'est ça. Enfin, sa partie linéaire est dans ON de R. Ok. Alors ça, avant de faire la démo, ça a un certain nombre de conséquences. En particulier, une isométrie phi est bijective. Et en fait, phi est dans le groupe affine, vu qu'elle est bijective. Ok. Et maintenant, sous l'isomorphisme entre le groupe affine et ce produit semi-direct là, donc on a décomposé en Rn, croix GLN, où vous avez essentiellement partie de translation, partie linéaire. Je suis juste en train de dire que la partie linéaire, je veux que ce soit une isométrie. Donc, on va écrire ça à côté. Donc, sous l'isomorphisme, affine de Rn, c'est isomorphe à Rn, produit semi-direct avec GLN de R. L'ensemble des isométries, ça c'est l'ensemble des phi dans le groupe affine tel que phi flèche est dans ON de R. Et donc ça correspond à l'ensemble des... je vais noter ça directement comme ça. Rn, produit semi-direct avec ON de R, c'est-à-dire que je prends encore une fois comme ensemble Rn croix ON de R, et par contre la loi de groupe, c'est la loi de groupe tordu qui est définie au-dessus. Ok.
Et maintenant, je vais dire que mon isométrie, elle est directe si ici, j'ai pas ON, mais SON. Donc, elle est directe si phi flèche est dans SON de R. Et je vais noter isom plus de Rn, l'ensemble des isométries directes. Enfin, c'est plus qu'un ensemble, c'est un groupe. Hein. Et donc, sous l'isomorphisme au-dessus, isom plus de Rn, ouais, je vais écrire sur le tableau d'après, parce que c'est important. Donc, isom plus de Rn, ça c'est l'ensemble des trucs qui sont de la forme tau V rond oméga avec V dans Rn et oméga dans SON de R. Et en tant que groupe, c'est isomorphe à Rn, produit semi-direct avec SON de R. Ok. Est-ce que c'est clair ce qu'on a fait jusqu'à présent? Ouais, pas de questions? Ok. Et donc tout ça, ça découle de cette proposition qui me dit que si j'ai une isométrie, alors elle est affine, et en plus, sa partie linéaire, c'est une isométrie. Donc c'est ce que je vais prouver maintenant. Donc démo de la proposition. Où j'en suis? Voilà. Ok. Alors le premier point, c'est que si on arrive à montrer que phi est affine, on a gagné. Donc, alors, phi flèche est linéaire. Et phi flèche, c'est la translation de vecteur moins v composé avec phi. Et ça, c'est deux isométries. Et donc ça, c'est une isométrie. Vous avez une application linéaire qui est une isométrie. Donc, phi flèche dans ON de R, ça préserve la norme. Donc vous avez gagné. Alors, ça monte. Ça descend. OK. Et donc la partie compliquée dans tout ça, c'est de montrer que si vous avez une isométrie, elle est affine. La partie sur la partie linéaire, c'est un peu du bonus. Et donc, il y a deux étapes dans la preuve maintenant. D'abord, on veut montrer que phi va préserver l'alignement. Et une fois que phi préserve l'alignement, on va montrer qu'elle préserve les barycentres. Donc, allons-y. Hein. Vous prenez 3 points
qui sont alignés dans cet ordre. Donc l'image, c'est ça. Vous avez x, y et z qui est un peu plus loin. En particulier, vu que vos points sont alignés, ce que vous avez, c'est que la distance de x à z, c'est la distance de x à y plus la distance de y à z. Ça, c'est un truc tout bête. Et donc, vous avez que si vous appliquez votre propriété d'isométrie, la distance de x à z, c'est aussi la distance de phi de x à phi de z. Maintenant, par l'inégalité triangulaire, ça va être plus petit que la distance de phi de x à phi de y plus la distance de phi de y à phi de z. Donc là, c'est phi est une isométrie. Maintenant, je réutilise le fait que phi est une isométrie. Ça, c'est la distance de x à y plus la distance de y à z. Et j'ai dit que ça, c'était x, la distance de x à z. Et vu que le premier terme, c'est le même que le dernier, ça vous dit que l'inégalité que vous avez au milieu, c'est forcément une égalité. Donc, vous avez que phi de x moins phi de z, ça, c'est égal à ceci plus cela. Et donc, vous êtes dans le cas d'égalité de l'inégalité triangulaire. Maintenant, comme vous êtes avec une norme euclidienne, ça veut forcément dire que vos points sont alignés et dans l'ordre que vous voulez. Ça se déduit du cas d'égalité dans Cauchy-Schwarz. Et donc ça se déduit de Ok, donc vous avez montré que phi préserve l'alignement, et quand je veux dire l'alignement, c'est en plus je préserve l'alignement avec l'ordre des points sur la droite en question. Et étape 2, phi préserve les barycentres. Tu m'autorises à prendre les 10 minutes que j'ai ratées au début? Ok. Ouais, ils n'ont pas besoin de pause, ils sont jeunes. Ok. Donc, je vais montrer que phi préserve les barycentres. Allons-y. Je prends xy dans Rn et t dans R. On note j'ai le barycentre de tx plus 1 moins t y. Alors pour me simplifier la vie, je peux supposer que x est différent de y, sinon il n'y a rien à montrer parce que les 3 points sont égaux. Ok. Et ce que je vais faire, c'est que je vais découper en plusieurs cas selon la valeur de t, et je vais en traiter un des trois. Donc je vais supposer que t est négatif, sachant que les cas t dans 0, 1 et t plus grand que 1, ils sont similaires. Donc vous saurez les faire pareil. Alors là, je vais faire un petit dessin.
vous avez x, vous avez y, et vous avez quelque part par là g qui est tx plus 1 moins ty. Alors il faut bien comprendre que les barycentres, c'est très lié à la structure de droite affine, au sens où l'ensemble des barycentres de 2 points, c'est la droite qu'ils engendrent. Et maintenant, vous voyez que... Alors, je vais prendre un peu de couleur, si j'en trouve. OK, ici. Le point x, vous pouvez l'écrire sous cette forme-là si t est égal à 1. Le point y, vous pouvez l'écrire sous cette forme-là si t est égal à 0. Et donc, la portion t négative de la droite, c'est ça. La portion t entre 0 et 1, c'est celle qui est entre les deux. Et à gauche de x, vous avez la portion t plus grand que 1. Donc quand je dis je suppose que t est négatif, ce que je veux dire c'est que g est de ce côté-là. Ok ? Donc x, y et g sont alignés dans cet ordre. Et par le point 1, la même chose pour leurs images. Même chose. Okay. Maintenant, le fait que phi x, phi y et phi g soient alignés dans cet ordre-là, ça veut dire que phi g, je peux l'écrire comme un certain barycentre de phi x et phi g avec un paramètre négatif. Et ça, c'est exactement le même dessin en rajoutant des phi partout. Et donc, ce qu'il faut montrer, c'est que S égale T. OK. Et donc, on va faire ça maintenant. Si je regarde G moins Y, et que je réexprime ce que vaut cette chose, ça, après simplification, c'est T fois X moins Y. Et donc, T, c'est moins sa valeur absolue parce que T est négatif. Et donc, c'est moins la distance de G à Y divisée par la distance de X à Y. OK ? Mais maintenant, vu que phi est une isométrie, ça, c'est la distance de phi G à phi Y sur phi X moins phi Y. Et phi G moins phi Y, ça, si vous faites le calcul avec ce que j'ai écrit là, c'est S fois phi de X moins phi de Y. Et donc, S, ça va être moins cette quantité-là. Et c'est égal à T. Et donc, on a bien obtenu que votre application phi préserve les barycentres. Donc, elle est affine et on a terminé. OK. Alors, si je me relance dans quelque chose, je vais dépasser largement au-delà des 10 minutes que j'avais pris au début. Donc, je vais m'arrêter là. Demain matin, on va commencer par maintenant décrire comment est-ce que ces isométries affines agissent sur l'ensemble des hyperplans affines, c'est-à-dire sur la grassmannienne. Et une fois que j'aurai décrit cette action, on cherchera une mesure invariante sur la grassmannienne sous l'action des isométries. Et ensuite, on parlera de formule de Crofton. Et je m'arrête là. Si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Et sinon, je vous dis à demain matin.